qu'est-ce qui dérange avec la Constitution actuelle? S'il faudrait reviser quels articles, pour quelle fin? On évoque la question avec un troisième invité, M. Bobongoye, analyste politique. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir et merci, Madame Arlette. La question demeure politique car au moment où il faille justement réfléchir sur le plan scientifique également ou encore constitutionnel. C'est une question très pertinente en ce sens que lorsque vous observez la classe politique actuelle, le débat est porté plus d'un point de vue politique sans entrer vraiment dans le fond, que ce soit du côté de ceux qui parlent de la révision, tout comme de ceux qui sont contre cette révision et même du changement. Et donc, vous verrez que révision constitutionnelle, d'accord. Toute constitution à la base, nous le savons tous, est perfectible. On peut, sur base de certaines réalités, vouloir l'améliorer en année, ça dépendra toujours des nécessités. Mais vous verrez que ceux qui proposent cette révision constitutionnelle ne nous disent pas très exactement qu'est-ce qu'il faut réviser. Ils nous parlent parfois de oh non, le président de la République doit nommer les gouverneurs, oh non, voilà. Mais écoutez, lorsque vous voulez dissoudre le Sénat, dissoudre l'Assemblée nationale, d'abord il faut circonscrire le besoin. Est-ce que le besoin aujourd'hui est de rendre beaucoup plus fort le président de la République? Parce que le sens même de notre constitution actuelle, c'était de soustraire un certain pouvoir au président de la République au regard des réalités qu'incarne notre République. Lorsque nous voulons revenir sous ces mandats, c'était plus dans le besoin d'éradiquer ce souvenir du régime de Mobutu, qui avait fait en sorte qu'on puisse soutirer au président de la République ses pouvoirs. Est-ce qu'aujourd'hui, ce besoin s'est fait réellement sentir au point de mettre en péril le développement de notre pays? Je crois que à cette question, on répond non, carrément. Donc aujourd'hui, le Sénat, l'Assemblée nationale, est-ce qu'il faut permettre au président de la République de faire... Je ne vois pas de nécessité. Est-ce que le fait que le président de la République devra nommer les gouverneurs, quel impact cela aura sur le développement? On répond carrément et directement que ça ne changera rien, à part de donner au chef de l'État un pouvoir qu'il n'avait pas ou de rendre son siège fort. Mais si c'est ça l'objectif, il n'y a pas de quoi s'empresser à aller sur cette voie. Parce que d'ailleurs, vouloir que cela arrive, ce serait, à mon sens, réduire une certaine autonomie aux provinces. Celui qui contrôle le gouverneur, si dans une large mesure, comme le Premier ministre aujourd'hui, ramenons-le au niveau national pour comprendre. Le Premier ministre, qui est responsable face à l'Assemblée nationale, et peut par le même sens, tomber lorsque l'Assemblée nationale se réalise de ceci et cela tel que disposé dans la loi. Exact. Ça voudrait dire que le Premier ministre est directement redevable à cette Assemblée et devrait, dans une large mesure, travailler pour convaincre cette Assemblée au regard du programme proposé. Exact. Revenons en province. Lorsqu'on demande à ce que le président de la République puisse nommer les gouverneurs, serons-nous toujours dans une hypothèse où l'Assemblée provinciale existera? Sinon, ça devient une question sérieuse qui nécessitera cette fois-là le changement des constitutions. Vous le savez qu'aucune disposition constitutionnelle ne consacre une possibilité, une possible action allant dans le sens de changer des constitutions. Parce que, d'ailleurs, vous le lirez dans l'exposé des motifs de notre constitution, les raisons ont été évoquées pour lesquelles, au point 4 notamment, les raisons ont été évoquées pour lesquelles il ne faudrait pas qu'on parle de ces articles verrouillés. Parce que quand on veut changer ou faire tomber les assemblées provinciales, ça voudrait dire qu'on touche à la forme de l'État, qui, dans une large mesure, rentre dans l'hypothèse des articles verrouillés qui nécessiteront, parce que ici, les gens ont une mauvaise compréhension du verrou. Sur le plan juridique, je crois qu'il faudrait qu'on amène le débat sur le sens des articles verrouillés. C'est quoi en fait le sens? Pourquoi on dit qu'ils sont verrouillés? Et est-ce qu'on peut les changer malgré leur verrou? S'il faut les changer, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là qu'il faut porter les débats. Aujourd'hui, la classe politique est moins dans un débat juridique basé sur le fond et est plus dans oh non, il faudrait que les chefs de l'État restent, il faudrait que... Non mais écoutez, c'est verrouillé parce que les articles verrouillés ne peuvent subir
d'une quelconque révision constitutionnelle. C'est notamment le mandat du chef de l'État. C'est notamment. Pour modifier ces genres de dispositions, cela ramène à un changement des constitutions. Changement des constitutions qui nous ramène dans un débat très long, qui dit par quel mécanisme cela doit arriver. Y a-t-il un événement majeur devant conduire notre pays à une telle réalité? Voilà toutes ces questions qui devraient faire objet du débat. Ici, moi, je voudrais à ce que ceux qui proposent, par exemple, une quelconque révision constitutionnelle, qu'ils viennent en toute cohérence proposer des choses et non flirter autour de questions réelles. Oh non, le chef de l'État doit nommer, je crois que déjà c'est une question à tomber. Oh non, et voilà. Il n'y a pas en fait un véritable problème soulevé justifiant cela. C'est vrai qu'ils peuvent évoquer toutes ces questions, mais prenons le cas des assemblées provinciales. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, cette question mérite quand même de porter, de changer quelque chose. Parce que c'est vrai, on revient sur qui peut être un député provincial, qui peut être un gouverneur de province. On revient sur la question des originaires. Cette question des originaires ont montré que ça a plus créé, je dirais, un peu du tribalisme. Que les gens se sentent bien qu'on peut évoluer dans telle province. Lorsqu'arrivent les élections, les politiques, très souvent les politiques, reviennent sur les questions Azamouana Mbokate. Et on a porté ce débat plus haut même au niveau de la présidence de la République. Azamouana Mbokate, il ne peut pas aujourd'hui beaucoup couper ses mandats, il ne peut pas nous gouverner parce que, oui, il a fait des actions, mais il ne mérite pas. La question des originaires, la question aujourd'hui revient encore sur la table, c'est notre province, c'est ma province. Je dois parler de ma province. Quelqu'un qui habite Kinshasa, qui réside à Kinshasa pendant 10 mois et 2 mois seulement, il est en province, c'est cette personne-là qui va aller postuler dans sa province d'origine au détriment de quelqu'un, par exemple, qui évolue dans cette province-là, qui connaît les réalités profondes de cette province-là, tout simplement parce que, originairement, il n'est pas de cette province-là. Ce sont des questions qui s'opposent aujourd'hui, et cela a conforté cela. Est-ce que ces questions peuvent être résolues en dehors de la révision de la Constitution? Ce sont des questions, effectivement, qui peuvent être résolues en dehors de la révision constitutionnelle, avec des lois spécialisées. S'il faut dire, pour résoudre cette question, il suffit d'adopter une loi qui semble restreindre certaines questions bien identifiées, allant dans le sens d'un tribalisme ou de quelque chose allant dans ce sens. Mais cela ne sera pas résolu en donnant au chef de l'État la possibilité de nommer le gouverneur, parce que ça sera une contradiction sérieuse avec notre fonctionnement actuel. S'il faut parler de la forte décentralisation, cela dit, il faudrait qu'à un moment donné, cette autonomie de gestion, il y a un gouverneur qui est contrôlé par une assemblée provinciale, et dans ce contexte, si on se plaint du fait que le gouverneur doit corrompre pour que cela arrive, nous voyons des mallettes circuler à l'Assemblée nationale. Il y a des moyens de contraindre les uns et les autres afin que ça n'arrive pas. Cela, même si le chef de l'État venait à nommer, on change juste le niveau où la corruption devrait être amenée. Oui. C'était au niveau inférieur, cette fois-ci on l'amène au niveau supérieur. Et je crois même que dans ce cas, puisque tout revient entre les mains d'une personne qui est faillible pour autant. Cette personne peut choisir en fonction de certains sentiments. C'est vrai qu'un chef de l'État a aussi un cœur, a aussi un entourage qui peut l'amener. Il n'y a pas de mécanisme de verrou, de contrôle, justement. On peut donc créer exactement des mécanismes de verrou et de contrôle de manière à ce que le système actuel, il est bon. Les assemblées provinciales qui contrôlent les gouverneurs et tout ça. Est-ce que cette assemblée pourra déchoir ces gouverneurs au cas où ces derniers, parce qu'il y a cette question d'incompétence. Ce gouverneur peut être incompétent. Quel sera le pouvoir de l'Assemblée provinciale sur lui? Ça voudra dire qu'on va faire tomber les assemblées provinciales. Qui contrôlera le gouverneur? Son parti? La présidence? Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que de ce point de vue, il y a quand même beaucoup plus de... Moi, je suis favorable, personnellement, au regard des dimensions de la République démocratique du Congo. Moi, j'ai toujours été contre... cette forte décentralisation. Je crois que nous sommes un État unitaire décentralisé. Aucun État de la taille du nôtre, dans le monde, ne fonctionne sous ces régimes. C'est à ce moment que je deviens fédéraliste. C'est à ce moment que je pense que notre pays peut mieux se développer avec le fédéralisme. Parce que vous constaterez d'ailleurs, s'il faut envisager un fédéralisme, il faudrait dans ce cas-là
rendre viables certaines provinces. J'ai toujours été contre les découpages, puisque ce découpage a fragilisé d'autres provinces. Allez-y au Katanga. Vous verrez que dans l'espace Katanga, la province du Olomami est toujours plongée dans des crises. C'est la conséquence du découpage mal sélectionné, parce qu'il y a des provinces qui deviennent plus fortes. Et je crois même que dans le cadre de ces découpages, il y a une forme de fragilité. La province du Grand Katanga à l'époque participait beaucoup plus dans les recettes de la République démocratique du Congo qu'aujourd'hui. Parce que là, on favorise avec ces découpages la mainmise de certains hommes de Kinshasa dans des provinces riches, telles que le Lualaba. Vous verrez que c'est plus le coin où tout le monde va. Vous verrez que la ville de Lubumbashi, du point de vue de développement, est stoppée. Vous verrez que ce ne sont que des petites actions ponctuelles qui sont posées, mais pas vraiment des actions allant dans un sens d'un développement sérieux. Alors, et pour cela, je crois que s'il faut envisager une quelconque révision, il faudrait d'abord que le moment soit bien choisi. Celui-ci n'est pas bien choisi parce que nous voyons derrière ça un souci de ramener, je crois que c'est même ça l'objectif de tous ceux qui parlent. Ils ne vont pas le dire, c'est politique. Le souci, c'est de donner un troisième mandat au chef de l'État. Ce qui n'est pas possible. Même les Tshisekedi sont divisés quant à ceux. Même au sein de l'Union sacrée, vous suivrez Kamere qui n'est pas d'accord, vous verrez que les uns... C'est ça le vrai problème. Et je crois, en voulant faire ces forcings, la conséquence sera laquelle? C'est qu'on risque de plonger encore ce pays dans des sérieux problèmes et des guerres, au point que les uns et les autres auront des idées derrière la tête qu'ils n'avaient pas. Et ça ne va pas aider notre pays. Il faudrait qu'à un moment donné, que nous réunions dans un sens ou un autre, il faudrait qu'on se mette devant la table. S'il faut envisager une quelconque révision, attendant le départ du chef de l'État, où nous devons circonscrire en quoi consistera toutes ces questions. Parce que s'il faut rester là pour donner au chef de l'État un troisième mandat, je crois que ça ne sert à rien. Restons et attendons le bon moment où nous allons faire des propositions sérieuses. On dira nous voulons changer ceci, cela. On va donc porter les débats un peu plus haut sur des questions de fond, plutôt que ramener les débats dans des questions politiciennes où il y a M. Tel qui est en train de dire oui, mais vous voyez, on voit qu'il n'y a pas de fond. Quand on ne sent pas le besoin réel d'une quelconque révision. Et ça, c'est un problème. Et aussi, on parle de révision, et je chute un petit mot seulement, et on parle des révisions. Voilà pourquoi je dis que ce débat manque de fond. Nous sommes en état de siège. Au regard de la Constitution, on ne peut pas le faire. Non, il faudrait d'abord qu'on mette les conditions nécessaires à cette fin-là. Nous vous disons un grand merci. Je rappelle aux téléspectateurs, vous êtes analyste politique et c'était sur le sujet de la Constitution, révision ou pas de la Constitution. Et puis nous allons prendre la question de la gouvernance. Quel modèle pour l'émergence de la RDC?